Alors, bonjour à tous. Donc, on continue sur la formation de la documentation technique. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur la gestion du flux documentaire, mais plus précisément sur le circuit de commande. Alors, d'abord, on va faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes et qui concerne plus précisément le circuit de commande. Donc, on a vu la fois dernière les liens d'un système d'information et notamment la capacité à concentrer les informations dans un système informatique. Et donc, on cible dans ce système informatique toutes les informations provenant d'une entreprise. Donc, on avait vu que on pouvait faire ça avec des logiciels de type ERP, par exemple, Entreprise Resource Planning. En français, c'est PGI. Euh, je n'ai plus en tête la dénomination, mais bon, c'est exactement le même principe. Donc, on va concentrer toutes les informations dans un système informatique. Alors, l'application des données techniques, donc plus précisément donc la partie technique qui nous intéresse, donc c'est l'interconnexion des différents services qui rentrent en jeu dans la partie technique. D'accord. Donc, dans les données techniques, on va avoir de la maintenance, de la logistique, de la manutention et de la qualité, par exemple. Mais il y en a bien d'autres, évidemment. Et tout ça, donc, il faut qu'il y ait une cohérence des informations. Donc ça veut dire que cette cohérence va se concentrer sur le fait de parler le même langage, c'est-à-dire de ne pas avoir des informations qui sont uniquement destinées à un service en particulier, mais bien qui peut être diffusé à travers l'ensemble des entreprises. Des entreprises si c'est des sous-traitants, ou par des services internes si l'entreprise est de taille assez importante. Alors, pour faire ça, donc on avait vu qu'il fallait codifier les informations de manière à ce qu'on puisse avoir le même langage, un peu ce qu'on avait vu avec notamment par exemple le code des cartes bancaires ou de votre carte vitale. Alors, le problème de la communication est extrêmement important dans la diffusion des informations techniques. Et tout ça se répète évidemment dans tous les différents circuits, et notamment dans le circuit de commande qu'on va voir aujourd'hui. Alors si on prend l'exemple, donc c'est un exemple qui avait été fait dans une vidéo précédente. Donc là, il s'agit d'une presse horizontale, une presse hydraulique horizontale. Et cette presse horizontale a été dénommée dans l'entreprise comme étant le sous-marin. C'est-à-dire les gars de l'atelier, ils appelaient ça le sous-marin. Et donc, on avait l'habitude de mettre sur papier, en fait, ce nom donc, de sous-marin pour que tout le monde puisse comprendre ce que ça voulait dire. Cependant, lorsque vous avez un éditeur de logiciel, lui, il va prendre les noms en fait ou les intitulés en fait qui sont plus normés, et donc il va appeler ça lui une presse hydraulique. Ce qui fait que les gens, quand ils gèrent en fait cette information, ils savent pas trop. Et s'il y en a plusieurs, par exemple, de presse hydraulique, ils savent plus exactement si on parle de la bonne machine. Et donc, ça pose des problèmes lors du paramétrage de la codification dans le système informatique. Donc, c'est ça aussi que j'appelle la cohérence en fait des informations. Application des données techniques, donc là on a vu qu'en fait donc on devait avoir donc cette fameuse cohérence dont j'ai parlé, et on voit que les différents circuits, donc circuits de production, d'approvisionnement, contrôle, etc., vont utiliser plus ou moins les mêmes informations, et donc c'est pour ça ici que j'ai mis des petits éléments verts là, ici, voilà, ici, ces éléments-là. Donc en fait ces éléments permettent de montrer ici donc la cohérence. Donc on voit par exemple que le circuit de production va reprendre des informations venant des temps de cycle, du nombre de pièces qui sont bonnes, c'est-à-dire identique avec ce qu'on aura dans le circuit ici qualité par exemple. Donc on voit que ces informations sont échangées et sont traitées, utilisées par les différents services. Ça veut dire que on passe à des décisions. Donc les informations, c'est pas juste pour faire joli sur des listings ou à l'écran d'un ordinateur, mais c'est également pour prendre des décisions. Et ça, c'est très important. Alors, ce sont des indicateurs. Donc, des indicateurs, c'est un chiffrage en fait qui correspond
à l'évaluation d'un critère, donc c'est-à-dire d'une valeur de référence. Et si on a une mauvaise qualité, c'est toute la gestion en fait de l'entreprise qui peut être handicapée. Alors, elle n'est peut-être pas compromise complètement, mais elle peut être parfois extrêmement perturbée et il y a une mauvaise communication qui se fait entre les différents services. Du coup, lorsqu'on a des modifications de commandes, ça rallonge les délais d'utilisation parce qu'il y a des incompréhensions quand il n'y a pas aussi des mauvaises qualités. Et c'est surtout, alors ici je ne l'ai pas mis, mais on aurait pu ajouter le service commercial. Et quelquefois, on a des problèmes avec le service commercial qui, lui, envoie des informations, parfois qui sont incomplètes, puisque, en fait, lui, il s'occupe que de la partie, disons, externe, si je puis dire, et il ne connaît pas forcément le mode de fonctionnement en interne de l'entreprise. Et donc, on peut avoir des erreurs d'interprétation et donc des coûts supplémentaires, qui peuvent être énormes, quand même, parfois. Alors, on avait vu également donc, le flux physique, et donc dans ce flux physique, on avait vu qu'un élément important était le stock, et notamment le stock en entrée, donc, qui contient donc, les matières premières et les composants. Donc, je rappelle simplement que les composants, c'est tout produit ne subissant pas de transformation, donc c'est des produits achetés, contrairement à la matière première, qui, elle, va subir des transformation. Et on a vu que donc la partie logistique concerne en fait le déplacement du produit à travers tout le processus de production et jusqu'au stock de produits finis. D'accord ? Et ensuite, le produit fini client. Alors, dans le stock de produits finis, vous pouvez retrouver, par exemple, des grossistes et des détaillants avant d'arriver chez le client. On ne va pas forcément de l'usine directement chez le client. Ça peut, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Donc si on reprend donc, le système de flux de production, donc le flux physique, on va retrouver différentes étapes qui concernent ce qu'on appellera donc le processus de fabrication. Ce processus de fabrication, donc décomposé en étapes, est suivi par des fiches suiveuses tout simplement, c'est ce qu'on a vu précédemment, qu'on peut tracer grâce à un code barre et à une douchette qui renvoie l'information donc, au système informatique et qui va donc informer l'ensemble de l'entreprise sur l'état d'avancement des différents stocks. Et donc, les fiches suiveuses, en ce qui concerne le processus de fabrication, donc, concernent principalement donc, les tâches à exécuter sur le produit, donc, et notamment la transformation de la matière première, pour arriver à son terme et arriver donc dans le stock de produits finis. Voilà, donc on retrouve ces fiches suiveuses à toutes les étapes du processus de production. Alors, la codification des produits, qui est aussi un élément extrêmement important pour transmettre de l'information, et on avait vu qu'il fallait classer les différents produits, et j'avais fait un classement qui est tout à fait arbitraire, complètement subjectif, donc moi j'avais considéré les produits assemblés, avec un cas d'abord du produit complexe. Donc ici, j'avais pris la photo d'un moteur qui peut être fabriqué en standard, et c'est-à-dire qu'on peut le fabriquer en production de masse. Donc, je rappelle que la production de masse, en fait, est la production en très grosse quantité d'un produit unique. Et deuxième cas que j'avais pris, qui a un produit simple, donc qui a peu de composants à l'intérieur. Donc là, pareil, il peut être aussi en production de masse si la demande est forte, évidemment, pour ce type de produit. Alors, les produits simples, donc j'avais repris le cas numéro 2, en fait, qui est un produit simple qui peut être intégré soit dans un produit assemblé, soit dans un produit dit véritablement simple, c'est-à-dire où il y a peu de composants à l'intérieur. Et ici, j'ai pris un exemple d'un restaurant avec un repas. Donc ici, il y a très peu de composants, évidemment, dans ce système-là. Et là, par contre, on est plutôt sur des productions en petite série ou à la commande. Donc c'est pour ça que j'ai distingué un peu les deux. Alors dans les produits simples, on va retrouver vraiment des produits qui sont des consommables, en fait. Donc des rondelles, des vis, enfin des choses comme ça. Et là, par contre, on peut soit les fabriquer en production en petite série ou à la commande, ou alors on peut les fabriquer également en production de masse, suivant, encore une fois, les quantités qu'on va avoir en commande.
Et enfin, donc les produits complexes à réaliser. Donc là, ce sont des produits en fait qui sont assemblés. Et j'ai pris le cas de produits soudés, puisque en fait là, c'est un peu particulier, étant donné qu'une fois que les éléments sont assemblés, ça en fait un produit unique en fait. D'accord. Donc on est entre le produit assemblé, mais assemblé qui devient, lui, un produit unique et qu'on ne peut plus désolidariser. Et donc là, ce sera une fabrication donc en petite série ou à la commande. Ou alors, on peut avoir des produits complexes à réaliser, encore une fois, qui sont simples, hein, je veux dire simples, qui n'ont pas de composants supplémentaires, ou très peu en tous les cas, comme un radiateur. Enfin là, j'ai mis des pièces de fonderie, des pièces thermoformées, etc. Donc ici, ce sont les processus de fabrication en fait qui sont relativement longs, et donc parce qu'on a affaire à des produits qui sont en général assez complexes. Et donc là, on peut avoir des productions de masse, puisque en fait, on va avoir des demandes relativement importantes. Alors, en ce qui concerne la codification, donc on avait vu que la fiche article allait avoir donc la fiche suiveuse ou la fiche article, on peut l'appeler dans les deux cas. Parfois, c'est un peu la même chose. Alors, on distingue les deux tout simplement parce que la fiche suiveuse, on va la retrouver en fait dans l'atelier, et la fiche article, on la retrouve principalement dans le système informatique. Mais grosso modo, on a à peu près les mêmes informations. Alors, situation de l'endroit de stockage, donc ça c'est une information de base évidemment, et cette fiche article va se compléter avec des informations complémentaires, donc notamment sur le lancement. Donc on reprendra sur la fiche article les bons de sortie magasin, l'affectation de la commande client, donc avec parfois le code client, mais qui dépend de l'entreprise, donc qui fabrique. Alors, le cas où on n'a pas de stock, donc là, dans le cas du lancement, ce qu'on va développer aujourd'hui, hein, ça. Et donc, le lancement, on aura affaire donc aux achats avec toujours la fiche article qui va reprendre le numéro de la commande qu'on va adresser au fournisseur, et à savoir aussi qu'on aura le code en fait produit. Donc on aura deux codes en fait. On aura le code produit du fournisseur et le code interne que nous on va mettre sur ce produit qui vient de l'extérieur et qu'on va réaffecter avec notre code interne. Et il y aura donc un numéro de commande fournisseur, mais il y aura exactement le même cas, c'est-à-dire qu'on va affecter aussi un numéro de commande qui est propre à l'entreprise et aux achats. Et donc il y a une complexité ici au niveau ne serait-ce que de la codification. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il est nécessaire d'avoir cette cohérence en fait au sein même de l'entreprise pour faciliter en fait le transfert d'informations qui avec les échanges extérieurs, devient quand même relativement compliqué. Du coup, on obtient donc une fiche de stock, puisque tout ce qui est acheté va rentrer dans le stock en entrée. Donc ici, je fais juste un petit rappel avec une fiche de stock pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc avec des quantités d'entrée, des quantités de sortie, les soldes. Enfin, ça, c'est une fiche extrêmement simplifiée. Et donc sur cette fiche article, on va retrouver des informations concernant le stock, concernant les achats. Et sur cette fiche, on va retrouver les quantités d'entrée, les quantités de sortie, le solde. Alors, les quantités réservées, c'est-à-dire les quantités qui seront à produire dans le futur. La codification, donc, on a vu qu'il y avait la codification peut être soit parlante, soit arbitraire. Quand elle est parlante, elle est propre à l'entreprise, et j'avais pris donc un exemple ici, voilà, très simple. Je vais un peu vite parce que bon, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc ici, vous avez simplement, donc, un peu comme un acronyme, si vous voulez, vous avez des modules en fait dans le code qui représentent en fait des éléments caractéristiques du produit. En ce qui concerne l'arbitraire, on va le développer un peu. Ah oui, j'ai oublié de parler de la normée. Donc la normée, par exemple, c'est évidemment donné par une norme. Et ici, donc, on a quelque chose qui est un code, tout simplement. Et là, c'est pareil, il va donner des informations sur le contenu, en fait, du produit. Donc ici, le type d'acier qu'on va avoir, voilà, avec sa teneur en chrome, etc.
Ça va? Alors, la partie arbitraire, c'est vraiment un code, je dirais, alors qui peut être aléatoire, hein, ça c'est possible. Il y a des systèmes informatiques qui permettent de générer des codes aléatoires. Mais ça, on le fait plus pour des produits qui sont un petit peu particuliers, quoi, qui n'ont pas besoin d'avoir une signification propre, parce que c'est par exemple des produits qui sont éphémères. Alors, le code article fantôme, lui, par contre, il est éphémère, mais il est récurrent, c'est-à-dire qu'il peut revenir à plusieurs reprises dans un circuit de fabrication. Et donc, c'est un code qui est associé à des articles virtuels. Donc ça, c'est un peu la définition du code fantôme. Donc le cas, c'est des regroupements en kit. Donc c'est-à-dire que quand on va faire des préparations pour l'assemblage, par exemple, on va faire des kits d'assemblage. Et en fait, c'est pas vraiment un produit en lui-même. Et donc, on va y affecter une codification. Ça va ? Les pièces peintes, c'est la même chose, c'est-à-dire vous aurez une pièce, je sais pas moi, un bout de métal, et si vous le peignez en rouge, en vert, en bleu, c'est toujours le même métal avec le même processus de fabrication, il n'y a que la finalité qui va changer. Donc ce qui permet, juste une petite info, de faire un stockage juste avant la dernière opération, et suivant la demande du client, il suffit de prendre dans le stock et de faire juste la finition, c'est-à-dire la peinture. Alors, idem pour les pièces non peintes, évidemment. Alors, les documents et la structure des documents. Donc, c'est là où on se rend compte un peu de la complexité, en fait, de l'ensemble du système. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être développé dans la prochaine vidéo, donc la nomenclature. Simplement, retenez qu'en fait, on va avoir une décomposition des produits assemblés, qu'on a vu tout à l'heure, les produits complexes assemblés, où là, on va avoir des sous-ensembles, des composants, des sous-ensembles de sous-ensembles, ça dépend un peu de la complexité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qu'on a un code pour ce produit complexe. Et on a bien évidemment des codes pour tout le reste, c'est-à-dire sous-ensembles, nomenclature, composants, etc. Pour fabriquer donc, les produits qui vont être transformés, donc c'est-à-dire que la matière première qui est transformée en produit aura des gammes, et pour l'assembler, on aura une gamme de montage, et là, c'est à peu près le même principe. On va avoir à chaque fois des codes pour les différents éléments, et ainsi que les phases, les opérations, les temps de préparation, etc., etc. Donc, gamme opératoire qui, elle, est plus destinée donc, au processus de production en lui-même, c'est-à-dire à la transformation de la matière première dont je parlais juste avant. Et là, encore une fois, on va se retrouver avec tout un tas de codes. Voilà. Et tous ces codes, on va les retrouver dans la fiche article, ce qui permettra d'effectuer donc le traçage en fait des différents produits, que ce soit en termes de montage ou que ce soit en termes de processus de fabrication. Alors, venons-en maintenant donc, au circuit de commande. Donc, le circuit de commande et donc le lancement de la production. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler du circuit de commande en lui-même. Et je ne vais pas m'arrêter à la description du circuit de commande, mais je vais intégrer aussi quelques petites notions en termes de lancement de production et des problématiques qui peuvent se présenter dans un lancement de production. Alors, il ne s'agit pas de voir toutes les problématiques, mais disons au moins d'en repérer quelques-unes. Alors, le répertoire, ou répertorier plus exactement, les ressources disponibles. Donc, la première opération va consister à évaluer donc, les capacités de production que nous avons à notre disposition. Et donc, on va jeter un coup d'œil sur le nombre de salariés suivant les différentes catégories. Okay, donc, suivant qu'on a affaire à des salariés qui agissent directement sur le produit, donc la matière première, les managers, les concepteurs et toutes les personnes qui s'occupent par exemple de la logistique et de la gestion administrative, puisqu'on a vu qu'il fallait gérer donc, tous ces codes, là, toutes ces fiches, etc. Donc il nous faut des employés de bureau, entre guillemets, pour pouvoir faire cette gestion-là, malgré que l'ensemble est mis sur un système informatique. Alors évidemment, il est très important de bien vérifier la présence des différents personnels. Donc l'absentéisme est quelque chose qu'il faut absolument surveiller pour simplement avoir une évaluation des capacités disponibles. C'est-à-dire que là, on va avoir en fait un pourcentage
sur le temps de travail annuel. Donc c'est une évaluation, bien évidemment, de la présence des salariés sur les différentes postes de travail. Les différents postes de travail. Alors, j'ai mis quelques exemples, maladie, congé, intérimaire, etc. Ça peut être aussi des formations. Enfin, bon, voilà, il y a tout un tas de situations qui font que, bon, les gens ne sont pas forcément disponibles directement sur le poste de travail. Alors, les machines et équipements disponibles aux dates de lancement de fabrication. Alors, vérifier donc si les machines en arrêt pour cause de maintenance, si ces machines sont obsolètes, donc ça peut arriver, par rapport aux nouvelles productions qu'on va faire, par exemple, si les outillages de machines sont disponibles ou pas. Alors là, les outillages de machines, c'est simplement, par exemple, si vous avez des machines, pas des machines, des outillages qui servent à faire des découpes, par exemple, donc des poissons, etc. Où là, il faut les affûter, par exemple. Ou alors, lorsqu'il y a des utilisations à des fréquences extrêmement importantes, il faut les démonter et les revérifier pour voir si tout le système est en bon état. Alors, pourquoi j'ai distingué la maintenance des machines? C'est tout simplement parce que sur les machines, par exemple, on fait plutôt des maintenances qui sont biannuelles dans la plupart des cas. Alors, les surcharges pour cause de retard de fabrication, donc ça, il faut en tenir compte, hein. Tout simplement parce que... alors, surcharge, il ne s'agit pas d'avoir un processus complet, mais il peut y avoir sur un poste de travail des surcharges, et à ce moment-là... Alors là, on est plutôt dans un système prévisionnel, hein. Et donc, dans ce cas-là, si on a déjà eu des cas de surcharge sur une machine, il faudra envisager un investissement pour une machine supplémentaire. Alors les éléments standards, en fait, là c'est très important parce qu'ils ne se gèrent pas de la même façon que les éléments, disons, un peu particuliers. Donc ils représentent donc tous les composants achetés ou fabriqués, connus de tous, c'est-à-dire dans tous les produits, et répertoriés dans les fiches articles. Donc vous voyez que la traçabilité ici va me permettre de faire en fait des produits standards, c'est-à-dire si dans un ensemble j'ai des pièces qui sont soit achetées, donc des visseries par exemple, si j'utilise toujours les mêmes vis par exemple, ou si j'utilise des vis pour des fixations, et bien je peux retrouver des vis qui sont surdimensionnées tout simplement parce que je veux en faire un produit standard. Donc je ne vais pas m'amuser à gérer une quantité invraisemblable de catégories de vis, je vais gérer un seul modèle de vis. Et c'est pour ça parfois que quand vous achetez une tondeuse à gazon, par exemple, et lorsque vous regardez un petit peu les visseries qui sont dedans, vous allez voir qu'il y a des visseries qui sont surdimensionnées. En fait, elles ne sont pas surdimensionnées, vu le coût du produit, donc la visserie, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher, eh bien on en fait un produit standard et on récupère même au niveau de l'achat. C'est-à-dire que comme ça devient un produit standard, on va les acheter en très très grosse quantité, donc qui sont beaucoup plus faciles à gérer, d'une part, et on aura, par rapport aux fournisseurs, des prix beaucoup plus avantageux. Alors, ces éléments peuvent se retrouver dans différents ensembles ou sous-ensembles de produits fabriqués, c'est ce que je viens un peu d'expliquer. Donc, exemple, les moteurs de voitures qui emploient sur différents modèles. Donc, si vous achetez, je sais pas, une Clio ou une Mégane, vous allez avoir le même moteur, par exemple. Vous pouvez avoir un moteur, je sais pas, moi, je connais pas la gamme de Renault, mais vous pouvez avoir un moteur de 1400 cm3, par exemple. Et ça va dans 2 modèles ou 3 modèles. Ça va ? Alors ici, on n'est plus sur une même marque, quelquefois, on est sur plusieurs marques de voitures. Donc, il se gère par lot sans tenir compte donc, d'une demande spécifique. Donc là, alors ici, j'en ai pas parlé, mais bon, c'est les flux poussés et les flux tirés, hein. Donc là, on va travailler en flux poussé, c'est-à-dire qu'on travaille sur des prévisions, à l'inverse, puisque c'est des produits standards, bien évidemment, et à l'inverse des pièces de carrosserie qui se gèrent de façon, disons, plus spécifique. Ça va, et plutôt suivant la demande. Puisque, en fait, les modèles de voitures changent tous les 3, 4, 5 ans, enfin, ça dépend un peu des marques automobiles.
Et donc, on en vient aux fameuses plateformes de lancement. C'est un peu ce que je voulais expliquer. Enfin, c'est la continuité de ce que j'expliquais précédemment. C'est-à-dire que les produits standards, là, on va le retrouver sur plusieurs marques de voitures. Hein. Si vous prenez le groupe Volkswagen, vous retrouvez par exemple les feux arrière sur les Seat, sur les Skoda, sur les Volkswagen et parfois même sur les Audi et sur les Porsche. Voilà, ce qui permet de faire diminuer les coûts, quoi. Alors, peut-être pas pour le consommateur ou le client, mais bon, pour l'entreprise, ça augmente sa marge. Alors, le processus de fabrication donc, de les volumes ne dépend pas de la demande spécifique. Exemple, les moteurs qui peuvent s'utiliser des années durant. Oui, alors là, c'est un produit qui est un produit complexe et donc un produit cher. Et là, on ne s'amuse pas trop à modifier ce type de produit. Donc ici, j'ai axé la définition du produit standard sur les quantités et sur le mode de fonctionnement ou la fonctionnalité plutôt de ce produit. Mais pour des produits complexes, on va proposer aux clients des éléments qui peuvent rester 5, 10, 15, 20 ans parfois, exactement basés sur le même processus de production. Ce qui peut modifier en fait la fonctionnalité en fait du produit, c'est la technologie, donc ou la proposition de la concurrence par rapport à une nouvelle technologie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors reconfigurer la logistique. Et donc là, on va entrer dans la partie changement, c'est-à-dire que lorsqu'on va travailler sur des nouveaux produits, ces produits peuvent avoir des volumes, des formes ou des poids qui sont complètement différents, ce qui veut dire que la manutention peut être différente et on va voir que ça aura des conséquences un petit peu sur l'ensemble en fait du processus logistique. Alors qu'on peut intégrer directement dans le processus de production, c'est-à-dire maintenant, surtout dans les productions de masse, c'est moins visible dans les productions en discontinu par exemple, mais en flux continu, c'est véritablement quelque chose qui est extrêmement important et qui parfois est complètement intégré au processus de production ou l'inverse, c'est-à-dire que le processus de production est intégré directement dans la partie logistique. Donc adaptation des outillages de fixation, de sécurité, etc. Donc les élingues, les pots roulants, etc. par exemple. Adaptation des matériels de transport, donc si vous avez des formes disons rondes, etc. Donc on était parti sur des formes, disons, hexagonales, et puis on est revenu à des formes rondes ou cylindriques. Et donc le matériel de transport, notamment, donc on revient sur la fixation, sécurité. Ici, je vous fais un descriptif étape par étape, mais en fait, dans la pratique, en fait, tout est lié ou relié ou influencé l'un avec l'autre. Hein. Alors ça, par contre, c'est extrêmement important. Il peut y avoir des parcours qui deviennent complètement différents. Juste pour info, donc si vous avez un petit moment de temps, vous allez regarder ce que c'est que des ateliers flexibles et vous allez vous rendre compte en fait que les parcours peuvent changer des fois assez rapidement. Assez rapidement, donc ça veut dire plusieurs fois dans l'année. Alors, calculer les durées de transport. Donc là, c'est implicite au changement de parcours. Les espaces disponibles pour les déplacements. Donc, il ne faut jamais oublier que il y a le matériel qui se déplace évidemment dans l'entreprise, mais il faut aussi que les personnels puissent se déplacer dans l'entreprise et se déplacer en toute sécurité. Les espaces disponibles pour le stockage, et notamment les stockages tampons, c'est-à-dire les stockages en encours qui se trouvent près des machines ou des processus de production. Donc il faut voir s'il ne faut pas les adapter, donc les diminuer ou les agrandir. Et aussi voir dans le volume pour voir si on peut stocker, si on peut gerber par exemple, ou ce genre de problématiques. Donc toutes ces caractéristiques, donc moi c'est ça qui m'intéresse ici, donc je vous donne des petits indices comme ça un petit peu sur les difficultés en fait de concrétiser, de synthétiser tout ça. Et donc justement cette synthèse, on va la retrouver évidemment dans le système informatique et donc dans la documentation technique. Alors, lorsqu'on fait un lancement, on a aussi donc une synchronisation, si vous voulez, une simultanéité en fait entre la production de l'ancien et du nouveau produit.
Et donc là, il faut assurer la production des anciens et tout en commençant... Alors, quand je dis débuter une nouvelle production, il s'agit parfois de projets, c'est-à-dire qu'on fait des tests pour savoir si tout va bien, si les temps de production sont bons, si les qualifications des personnels est bonne, c'est-à-dire parfois on est obligé, donc si on a acheté une nouvelle machine, de former le personnel, et il faut un temps quand même pour que le personnel puisse être au rythme de la production, si vous voulez. Alors, identifier donc les différents postes de travail, dont les modifications demandent des temps d'arrêt, par exemple, avec des surcharges, à supprimer ou à remplacer par de nouveaux, d'accord, et modifier donc le planning. Donc, identifier les postes de travail, c'est tout simplement parce que donc il peut y avoir donc des problèmes de surcharge, puisque vous allez faire anciens produits et nouveaux produits. Quelquefois, ça ne change pas grand-chose et donc les outillages sont identiques et parfois, les outillages sont différents. Ce qui veut dire que quand vous avez des anciens produits et puis des nouveaux, c'est comme si vous aviez deux produits différents à réaliser et donc ça veut dire des changements d'outillage successifs à faire, ce qui augmente en fait le temps de production et c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder les demandes de temps d'arrêt en fait des postes de travail. Et donc c'est pour ça parfois, et il faut parfois supprimer des postes ou les remplacer par remplacer par des nouveaux pour simplifier un petit peu. Alors des fois c'est temporaire, hein, c'est pas toujours des postes qui sont supprimés de façon définitive, mais simplement pour réaliser la production, on est obligé de supprimer un poste pour pouvoir travailler, disons, de façon un peu plus efficace sur cette balance entre nouveaux et anciens produits. Notamment, par exemple, des postes de travail concernant la manutention, la logistique, dans certains cas. Alors, modifier donc le planning, hein, étant donné que là, on aura, entre guillemets, une petite surcharge de travail qui sera, en général, qui sera temporaire. Donc, évaluer, calculer les durées de modification. Donc ça, c'est une partie temporaire, évidemment, mais qui vient intégrer le planning général, hein, bien sûr. Alors, choisir les périodes d'intervention. Alors là, c'est quand on a affaire à des transformations de processus de production importants. Donc on fait ça plutôt pendant les vacances, tout simplement parce que déjà, l'usine est en général fermée. Et donc ça donne beaucoup plus de facilité aux gens qui vont faire la transformation, donc qui est souvent une entreprise extérieure d'ailleurs, hein. Et ça permet également de faire des tests sans stress, je veux dire vraiment dans des conditions optimales, et donc de modifier, de revenir en arrière, etc. Et d'être prêt lorsque tout le monde rentre de vacances. En sachant que quand les gens rentrent de vacances, ils étaient en vacances, donc ils n'étaient pas sur le taf. Et ce qui veut dire que il faut qu'ils se remettent dans le bain, si je puis dire, et donc avoir un temps évidemment on ne relance pas une production comme un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint, quoi. Donc tenir compte des temps de formation éventuels. Alors ici, c'est dit de façon un peu générique, mais en fait, le temps de formation, comme je viens déjà de le rappeler ou de l'expliquer à plusieurs reprises, vous avez la formation en elle-même, vous qualifiez le personnel en faisant passer un test pour certifier que la personne a bien fait la formation et qu'elle est compétente dans le système. Mais ça ne veut pas dire que sur le terrain, elle est optimale. Et donc, il faut lui laisser un temps et parfois compléter un peu sa formation parce que ça va être appliqué en conditions, comment dirais-je, réelles. Voilà, encore une fois, tout ça, évidemment, se retrouve dans la synthèse du système informatique. Alors, le lancement de la production, donc c'est un peu une synthèse un peu de tout ce qu'on vient de voir. Donc, en fait, ça va consister à répertorier donc les ressources disponibles, évaluer donc les capacités disponibles, comme on l'a vu, hein, donc identifier les éléments standards, donc prévoir des stocks également, les plateformes de lancement, comme on l'a vu. On aura également à reconfigurer la logistique. Dans la plupart des cas, hein, de toute façon. Donc, assurer la jonction de production entre l'ancien et le nouveau produit, ce dont on vient de parler.
et définir éventuellement donc les ressources nouvelles, prévoir leur disponibilité et leur capacité. Alors disponibilité, ça va dépendre des fournisseurs. Alors là, c'est quand même un peu problématique parce que quelquefois, on n'a pas, comment dire, on n'a pas toujours la main mise dessus. C'est-à-dire que vous avez votre fournisseur qui se trouve aux États-Unis, il vous fournit une machine et ça vient par bateau et quelquefois il y a des problèmes avec les bateaux. Donc ça n'a rien à voir avec le fournisseur. Le fournisseur n'y peut rien. C'est le transport ou les douanes par exemple qui vont bloquer ou s'il y a des grèves ou ceci. Enfin, vous voyez qu'il y a pas mal comment dirais-je, d'embûches quelquefois pour lancer une nouvelle production. Hein. Adapter les ressources existantes aux nouvelles. Donc ça, c'est surtout des problèmes d'outillage et de compétences de personnel. Voilà. Alors, maintenant, on va attaquer donc, le circuit de commande et le flux d'informations et donc de décision, hein, comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo. Donc, c'est très important. Donc, ce n'est pas juste des informations pour des informations, mais c'est vraiment des données qui vont nous permettre de prendre des décisions. Alors, le premier cas sur lequel on va s'attacher, c'est lorsque, en fait, on passe d'une commande à partir d'un catalogue. Donc là, on a les commandes hors catalogue et les commandes avec catalogue. Donc hors catalogue, ce sont des produits spécifiques. Ça va ? Donc ces produits spécifiques, donc le commercial, lui, il va aller récolter les données chez le client. Alors quelquefois, il est accompagné d'un technicien, parce que bon, le commercial, bon, il n'y a pas toujours technique. Et ensuite, donc, ça passe au bureau d'études qui va regarder la faisabilité, en fait, du produit qui est demandé par le client. Et à partir des données du client. Alors là, vous voyez déjà que les informations et les données, donc codification, enfin tout ce qu'on a vu précédemment, ça joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on se comprenne bien avec le client. Ça va ? Qu'est-ce qu'il veut, comment il le veut, dans quelles conditions est-ce qu'il le veut, etc., etc. Donc quelquefois, il faut aller au-delà de ce que le client demande, parce que le client parfois demande de manière synthétique. Comme il n'est pas pro en général de ce qu'on va lui fournir, nous, on est obligé de lui rendre ce service, si vous voulez. Et ça, normalement, c'est le commercial, enfin, c'est des technico-commerciaux, plus exactement, qui sont capables, c'est des ingénieurs, hein, parfois, qui vont faire cette recherche d'informations pour les transmettre donc au bureau d'études. Le bureau d'études va transférer ces données donc, au bureau des méthodes, mais avant ça, évidemment, il fait valider en fait, le projet par le client, évidemment. Ça va ? Alors, le bureau des méthodes, lui, il va avoir tout un tas de contraintes, donc les fameux moyens qu'on a vus tout à l'heure, les capacités qu'on a vues aussi tout à l'heure, s'il faut des moyens techniques différents ou nouveaux, des compétences disponibles, c'est ce qu'on a vu également, et l'organisation du travail. Donc, ce qui concernait plutôt la planification qu'on a vu aussi tout à l'heure. Et alors, quelquefois, ça peut aussi avoir des applications sur la réglementation en termes de sécurité et d'environnement. Donc tout ça, le bureau des méthodes doit intégrer ça dans son projet, hein, c'est son rôle. Alors, il y a quelques éléments qui peuvent être pris en compte déjà dans le bureau d'études. Le bureau des méthodes, lui, il est plutôt axé sur ce qui va se réaliser dans le processus de production. Ça va ? Donc, il va travailler sur les outillages, il va travailler sur les machines, il va travailler sur les façons de travailler et sur les compétences éventuellement des salariés. Et donc, la première opération, alors là, ça peut être un service, hein, qui est le service ordonnancement, qui lui va fixer des priorités en fait. Il va dire, voilà, on va d'abord passer ça, avant ça, ça on peut pas parce que bon, il y a des délais supplémentaires, etc. Donc il va donner en fait un peu le rythme auquel la production va être lancée dans l'entreprise. Ensuite, on peut passer donc à la planification. Donc là, on rentre plus dans le détail. Donc on va commencer à décomposer un peu les éléments. Donc l'ordonnancement, en fait, il va travailler sur les éléments principaux, hein, où on a une estimation du temps, en fait, de production.
La planification, elle va décortiquer l'ensemble des processus de production. Donc là, j'ai mis une flèche de haut vers le bas pour montrer un petit peu la succession en fait des opérations, mais on a souvent des retours. Donc la planification dit ah ben là ça coince, là il y a un truc qui va pas, et donc ça revient à l'ordonnancement qui revoit ses positions. Idem pour le bureau des méthodes, idem pour le bureau d'études, idem pour le commercial, etc. Donc ici j'aurais peut-être dû faire des flèches en deux sens, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu la progression en fait du circuit à travers l'entreprise. Et on passe après donc au lancement, qui lui alors est encore plus dans le détail, c'est-à-dire que lui est vraiment affecté en termes de quantité et de surcharge de machines. Donc la planification, elle va travailler sur les différents produits, mais le lancement, lui, il va vraiment affecter les fameuses fiches suiveuses dont on a parlé tout à l'heure dans le rappel. Eh bien, il va les affecter directement aux différents postes de travail. Voilà, donc ça c'est pour le premier type de circuit. Et donc lorsqu'on passe une commande directement sur catalogue, évidemment, on n'a plus besoin du bureau d'études, on a juste besoin... alors là c'est beaucoup plus facile, parce que généralement dans la commande client, il va reprendre en fait le code de chez nous, interne, et il va dire, voilà, je veux tant de X24 628, et puis c'est marre, je veux dire, et ça peut être des interrupteurs électriques, et puis le commercial, il va marquer sur son bon de commande X624, et puis voilà, d'accord. Et puis ça passe au bureau des méthodes qui... Alors j'ai mis que ça passe dans le bureau des méthodes, des fois ça passe même pas dans le bureau des méthodes, ça va directement à l'ordonnancement. Donc s'il n'y a pas de modification spécifique, c'est-à-dire que, si on a l'habitude de fabriquer par exemple 1000 pièces, donc avec des cycles de 1000 pièces, et que là, le client va nous demander 1 million de pièces sur 10 ans, par exemple, évidemment que là, il faut revoir un peu le système de production, et là, le bureau des méthodes, il va peut-être prendre d'autres processus technologiques, et donc avec des nouvelles machines, etc. etc. quoi. D'accord. Donc là, il y a une partie technique et organisationnelle qui va évidemment changer. Alors, le lancement de production, donc si je reprends donc, le détail maintenant de ce que fait l'ordonnancement, l'ordonnancement, il va aller jeter un petit coup d'œil dans les magasins, c'est-à-dire le stock, et donc vérification des quantités à lancer avec les quantités en stock. Donc, il va comparer. Alors, c'est pas une personne qui va comparer, c'est l'ordinateur qui fait ça tout seul, comme un grand. Et donc, il va donner des réservations sur les quantités de stock, les fameuses réservations donc, qui sont sur ce qu'on va sortir dans le futur. Donc la semaine suivante, le mois suivant, généralement c'est au mois, peut-être sur des périodes trimestrielles. Mais on va rarement au-delà. Enfin, tout dépend du produit, bien évidemment. Alors, service achat, donc là, il fait son estimation. Il dit, voilà, j'en ai pas assez. Et donc là, il faut des quantités à approvisionner. Donc là, les quantités approvisionnées sont de deux types, comme on l'avait vu dans le stock tout à l'heure, donc les matières premières et les composants et fournitures. Fournitures, c'est la visserie, l'huile, enfin tous ces éléments, les cols, machin, et tout ce genre de choses. Le papier pour se nettoyer les mains ou nettoyer les pièces, enfin voilà. Et donc là, on va donc simplement passer les commandes, donc ça c'est le service achat qui va s'occuper de ça. Et donc là, de tout ça, en fait, le service achat doit transmettre, en fait, les dates de livraison. Donc là, on reprend tous les codes des produits, avec des listings et tout ça, et puis on va mettre des dates de livraison pour informer, donc, la planification qui va se trouver un petit peu en étau, si je puis dire, entre l'ordonnancement, comme on l'a vu tout à l'heure, donc, où ils agissent aussi sur l'ordonnancement en disant, oui, l'ordre que tu m'as donné, c'est pas terrible, et donc il faudrait peut-être revoir, mais lui aussi, il va tenir compte des dates de livraison, c'est-à-dire que les dates de livraison seront consécutives aux fabricants, aux fournisseurs. Donc si le fournisseur a des retards, évidemment, ça va impacter également nos dates de livraison. Alors là, c'est vraiment un des gros points, en fait, de la gestion, c'est que une fois qu'on est remis au fournisseur, on dépend complètement de lui en termes de comment dire, en termes comment dirais-je, de réception des marchandises. Et donc, je ne vais pas le mettre ici parce que c'est pour pas complexifier, mais sachez simplement qu'il y a des statistiques qui sont faites par fournisseur. On peut identifier leur fiabilité en fait, ce qui permet de fiabiliser évidemment les dates de livraison, ce qui va impacter évidemment notre production à nous.
Alors, donc ces deux-là, ordonnancement et planification, donc ils dialoguent entre eux. La planification, elle, ce qu'elle va faire, donc, alors c'est soit un service à part, soit un service qui est intégré à l'ordonnancement ou intégré aux méthodes, par exemple. Enfin, ça, c'est un détail. Alors, remise des dates de livraison par le service achat, donc c'est ce qu'on vient de prendre comme information, donc on va l'intégrer dans la planification, évidemment. Sauf que là, on va faire un petit peu de façon différente. Alors, ça, c'est une information, évidemment, qui est déjà dans l'ordinateur, mais simplement pour vous montrer un peu l'impact que ça peut avoir en termes de date de livraison et l'importance. Alors, ici, je l'ai mis dans la planification, mais c'est intégré également à l'ordonnancement. Alors, il est évident que les matières premières, je dois les recevoir le plus tôt possible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un temps donc, de fabrication à ajouter sur cette matière première. En ce qui concerne le composant, je n'ai pas de temps de fabrication à faire, puisque ce sont des produits achetés, et donc je vais simplement assembler. Okay ? Et donc il me les faut juste avant que j'ai les produits fabriqués nécessaires pour l'assemblage. Et ça ne me sert à rien d'avoir ça en même temps que les matières premières. Je dis ça parce que quelquefois, il y a des entreprises qui, par souci de simplification, me disent-ils, mais bon, je ne suis pas sûr que d'un point de vue économique, ce soit opportun, c'est d'acheter ensemble les matières premières et les composants. Bien que ce soit deux fournisseurs en général différents. Donc, une fois que la planification a fait son boulot, elle envoie les informations au lancement. Le lancement, donc, lui, il va prendre en charge donc, cette répartition de la charge de travail par rapport au poste de travail. Donc, c'est pour ça que je disais, on descend un petit peu de niveau, si je puis dire. Et donc là, on va regarder par unité de production, voire par machine, c'est possible aussi. Et donc, on va vérifier s'il y a une surcharge de travail ou pas sur une machine ou un process. C'est pas forcément une machine d'ailleurs. Et donc, quand il y a surcharge, ça retourne à la planification. Donc, on envoie cette information directement. Encore une fois, ça, ne vous inquiétez pas, c'est fait directement par l'ordinateur, qui renvoie l'information, et là il prend une décision, il dit écoutez, au service achat, là, il faudrait peut-être me trouver de la sous-traitance. Donc c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on a une information ou une donnée, et ça revient en fait sous forme de décision. Ça va ? Et donc on incite le service achat à aller chercher donc de la sous-traitance. Si c'est pas possible, si on ne trouve pas de sous-traitance disponible, à ce moment-là, la planification va reprendre le dossier et va dire, là, il faut changer l'organisation, en fait, du travail. Et donc, il faudra passer de 2-8 en 3-8. Et ça veut dire qu'il faut soit embaucher, peut-être des CDD, peut-être des intérimaires. Si c'est des intérimaires, à ce moment-là, on repasse par le service achat. Si c'est des CDD, on repasse par le service des ressources humaines. Voyez ? Donc, vous voyez bien qu'ici, les informations qui sont purement techniques au départ, peuvent impacter d'autres services de l'entreprise qui, à l'origine, n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir directement, en tous les cas, sur le lancement, mais qui vont être intégrés à partir du moment où il se passe, disons, un problème dans le parcours, en fait, du circuit de commande. Et alors là, si c'est impossible, la planification, ils vont simplement faire un report de date. Et donc, alors là, je ne l'ai pas mis, mais bon, normalement, le report de date, on renvoie ça au commercial qui doit se débrouiller, aller voir le client et négocier avec le client pour voir si on peut reporter la date ou pas. Donc, encore une fois, vous voyez la complexité, en fait, des informations et des prises de décision au sein d'une entreprise. Alors, maintenant, passons à l'étape du pilotage de la production. Donc là, on a vu les différents circuits au niveau des informations, les différents services, ordonnancement, planification, bureau des méthodes. Et là, on va regarder maintenant au niveau du pilotage, c'est-à-dire au fonctionnement continu, récurrent de la production. Donc là, première opération, évidemment, c'est de réguler le flux physique. Donc, pour ce faire, il nous faut un tableau de bord. Alors,
sur ce tableau de bord, il faut bien choisir les indicateurs, délai, qualité, volume, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, on y ajoute évidemment des éléments particuliers qui sont propres à la logistique de l'entreprise. Vérifier les indicateurs par rapport aux consignes. Donc ça, c'est toujours cette cohérence d'information, hein. Il faut toujours bien regarder si les indicateurs signifient bien ce qu'on veut faire représenter par le tableau de bord. Envoyer les directives de correction. Donc là, ce sont encore une fois des décisions. Hein, lorsqu'il y a... Alors pourquoi je dis correction? Tout simplement parce qu'on est dans l'étape de réguler des flux. Hein, un flux n'est jamais constant, il y a toujours des problèmes. Problème de machine, problème d'absence, problème... si vous avez une épidémie de grippe par exemple, vos salariés ne sont plus disponibles, ils sont chez eux. Et donc il faut trouver un moyen de récupérer un peu ce temps de travail là, donc soit avec des CDD, soit des intérimaires, enfin etc. Il y a plusieurs solutions. Alors simuler donc les commandes prévisionnelles. Donc ça c'est plutôt l'ordonnancement qui va faire ça d'ailleurs, parce que lui encore une fois ce qu'il va faire, il va donner des priorités, hein. Et donc, il vérifie le plan de charge. Mais alors là, on est plutôt sur une forme synthétique. D'accord? On n'est pas sur le détail. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé de surcharge. On était plus sur des postes de travail. Ici, on est plus sur une usine ou une ligne de production, par exemple. Ça va? Mais on s'arrête à peu près à ce niveau-là. Et donc réserver les ressources de façon anticipative. Donc on informe par exemple le service de maintenance en disant attention, à partir de telle date on commence une nouvelle production, ou une nouvelle commande, et donc il faut que les machines soient disponibles à ce moment-là. Ça va? Donc essayer de réserver du temps d'entretien avant cette période-là, puisque là on démarre et là on va être embêté pour pouvoir lancer la nouvelle production. Alors intégrer donc les commandes, bien sûr, la nouvelle commande qui arrive, hein, donc vérifier la simulation par rapport à la réalité. Alors là, c'est pas l'ordinateur qui peut faire ça, par contre. Ça, c'est le Gemba, c'est-à-dire aller sur le terrain et vérifier que tout se passe bien, en fait. C'est-à-dire que... Alors, ici, j'ai toujours parlé des systèmes d'information en disant que c'est géré par un ordinateur, etc. C'est très bien, c'est automatique et tout ce que vous voulez. Ok, ça, c'est bien. Mais il ne faut pas perdre de vue que toutes ces informations viennent du terrain. Donc, il faut vérifier si c'est bien appliqué sur le terrain, voir si les informations qu'on leur récolte et qu'on place dans l'ordinateur, si elles sont réelles, s'il y a bien un écart qui est extrêmement faible. Normalement, il doit être inférieur à 5%. Éviter de distribuer les documents, s'il y a des documents papier. Bon, là, de moins en moins, on essaye de passer par des documents papier, mais bon, suivant la taille de votre entreprise, évidemment, il y aura toujours des plans, par exemple, qui sont distribués directement sur les chantiers ou sur les postes, enfin pas les postes, mais quoique si, sur les postes de travail. Alors ici, une petite remarque quand même, on aura l'occasion de rediscuter après sur d'autres vidéos, c'est les documents papier, pour l'instant ils existent toujours parce qu'on a des plans. Alors pour les gens qui sont un petit peu dans la partie, disons, mécanique, ils peuvent comprendre. On a, alors pour les autres, je vais dire, voilà, si vous avez un format A4, vous voyez ce que c'est, hein, c'est la feuille qui sort de votre imprimante, eh bien vous avez des formats A3, A2, A1, A0. A0, pour vous donner une idée, ça fait à peu près 1 mètre carré, quoi. Donc ça, vous pouvez pas le mettre sur un écran. Enfin, pour l'instant, on peut pas le mettre sur un écran, quoi. On peut le mettre sur un écran, évidemment, mais je veux dire, on peut pas le mettre sur tous les postes de travail. C'est ça que je veux dire. On peut pas acheter des écrans d'1 mètre de diagonale sur tous les postes de travail. Ça va, donc ça coûterait beaucoup trop cher. Et c'est pour ça qu'on utilise encore pas mal le papier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui concernera plus exactement la nomenclature. Merci.